Bonjour à tous, bienvenue dans Face à vous. On se retrouve comme chaque vendredi pour discuter tous ensemble d'un thème d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'immobilier. Quelle est la situation actuelle? Quelles sont les difficultés pour les candidats acheteurs? Doit-on s'attendre à une baisse des prix prochainement? On va aborder tout ça et beaucoup d'autres choses, évidemment. Au cours de cette émission, on va en discuter avec nos invités que je vous présente tout de suite pour commencer cette émission. À ma gauche, Julien Frano, vous êtes notaire à Mons. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Aldo Zambito, vous êtes administrateur délégué de l'agence Alpimo. Bonjour. Bonjour. Alors en face de vous, Sandrine Traversin, vous êtes responsable crédit hypothécaire chez le Crédit Populaire Européen FIDE. Bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés, Giuseppe Pagano, professeur d'économie émérite à l'UMONS. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors l'immobilier, on en parle beaucoup. C'est un secteur qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. En 2020, la crise sanitaire a évidemment paralysé tout ça. Ça s'est ensuite emballé en 2021. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en 2022? Je vous propose qu'on commence peut-être avec vous, Giuseppe. La chose dont on parle beaucoup pour l'instant, c'est évidemment la hausse des taux d'intérêt. Ils ont presque doublé cette année. Qu'en est-il de la situation actuelle? Est-ce que ce sont des taux vraiment élevés ou est-ce qu'on reste finalement à un niveau quand même acceptable, si on peut dire? Non, honnêtement, les taux ne sont pas élevés. Évidemment, je comprends pour celui qui doit emprunter, mais les taux ne sont pas élevés. Ils sont même très bas. C'est vrai qu'ils ont fortement augmenté, mais il ne faut pas oublier qu'on venait d'une situation où ils étaient extrêmement bas et que par ailleurs, il y a aujourd'hui une inflation qui est beaucoup plus forte qu'il y a 2 ans, par exemple, et que l'inflation, évidemment, pousse les taux vers le haut. Donc, compte tenu du niveau d'inflation que nous connaissons, les taux ne sont franchement pas élevés. Voilà, ça n'a pas augmenté au niveau de l'inflation. Du coup, est-ce que c'est un moment pour acheter? Oui, non? Alors, ça dépend aussi du prix, évidemment, du bien que vous voulez acheter. Mais c'est vrai qu'en termes de taux, on ne peut pas dire aujourd'hui que les taux soient un vrai problème. Évidemment, ils ont augmenté. Donc, il y a le caractère dissuasif de la hausse. Pas tellement du niveau, mais de la hausse. Mais en niveau, ce n'est pas un problème insurmontable. Alors Julien, on a quand même vu qu'il y avait une baisse de 20 à 25% des demandes de crédit. Ça a quand même refroidi des gens, tout ça? Oui, mais alors, d'un point de vue notarial, on le voit pas encore vraiment, je trouve, parce que nous, on intervient toujours avec quelques temps de retard, parfois quelques mois même. Parce qu'entre le moment où un agent immobilier mandaté pour vendre un immeuble trouve un acheteur, va voir le banquier, et puis seulement ensuite le dossier arrive chez le notaire, il s'écoule parfois 3, 4, 5 mois. Et donc, pour l'instant, l'activité chez le notaire, elle est toujours très élevée. Donc, on ne voit pas vraiment encore de ralentissement à notre niveau. Peut-être qu'au niveau des agents immobiliers, ils le sentent déjà peut-être, ça. Est-ce que vous le sentez pour l'instant? Oh, pas du tout. Pas du tout. Je partage exactement l'avis de Maître Frano. Effectivement, on continue sur cette lancée. Il y a quelques dossiers qui freinent, effectivement. Les gens me disent, mais ils vont voir ailleurs, et ils trouvent des solutions. Donc, peut-être des fois, ils doivent faire un petit apport supplémentaire. Mais actuellement, il n'y a aucun frein. Aucun. Pardon. Voilà, c'est tout. Alors Sandrine, je me tourne vers vous forcément. Tout ça, évidemment, c'est votre domaine. On estime que les candidats acheteurs ont quand même perdu 10 à 15% de leur capacité d'emprunt actuellement. Tout à fait. C'est pas rien dans le contexte actuel. Ce n'est pas rien, absolument. Et il y a différents types d'acquéreurs. Il y a les primo-acquéreurs. Et c'est là la difficulté, et pour ces gens-là, et je pense que c'est le sujet de cette émission. Et puis, il y a les acquéreurs qui veulent acheter pour de la location. Et donc, voilà, il faut différencier vraiment ces 2 types de population. Et il est vrai que moi, je pense que par rapport à ces primo-acquéreurs, il y a un ralentissement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet post-Covid? On sait que ça s'est emballé en 2021. Les prix partaient, les biens partaient pour rien, à des prix parfois exorbitants. Là, ça se calme un petit peu? Ça se calme un petit peu. C'est-à-dire que, un exemple, il arrivait un samedi après-midi qu'un de mes vendeurs ait 4 visites dans 4 biens et qu'il fasse 4 ventes. C'est quand même irréel. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va se calmer un peu. Les prix vont peut-être se tasser un peu. Mais pour l'instant, on ne voit rien de ça. Donc, il y a toujours un emballement qui revient de cette fermeture pendant 7-8 mois des ventes. Donc, on doit le récupérer. C'est 7-8 mois qu'on a fermé. Donc, il y a toujours cette activité qui est assez fructueuse actuellement. Et ça se vend bien. Les gens sont là. Mais effectivement, on le sent que les banques commencent à
les crédits commencent à être un peu plus difficiles. Mais bon, vous savez, la différence, c'est 10% de valeur. S'ils descendent un tout petit peu dans les valeurs, ils auront toujours la même capacité d'emprunt. Donc, il faut juste étudier un peu, se faire entourer, demander conseil à son notaire, ça vaut la peine. Hein. Oui, ce qui est certain... Il y a aussi probablement une inquiétude générale qui est liée à la situation générale, pas seulement celle de l'immobilier. Il y a quand même une guerre à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Bon, on ne sait pas trop comment les choses peuvent tourner. Et puis le fait que vous avez de fortes augmentations du prix de l'énergie, du chauffage, de la mobilité, fait que les gens hésitent un peu. Ils ont peur. Ils doivent d'abord se constituer ou reconstituer une épargne et ils hésitent un peu, pas tellement à cause des prix de l'immobilier, ni même, je pense, des taux d'intérêt, mais parce que la situation générale n'incite pas vraiment à se projeter dans l'avenir, parce qu'un emprunt, c'est au moins pour une vingtaine d'années, donc c'est quand même, 25 ans, sont quand même des décisions qui engagent le futur sur de nombreuses années. Julien Frano voulait réagir. Oui, je pense que ce qui a été dit est tout à fait vrai, mais et je rejoins un peu madame en disant qu'il faut, à mon avis, distinguer dans le marché immobilier deux choses. Effectivement, ceux qui rentrent dans le marché immobilier ou qui continuent dans le marché immobilier pour placer des fonds qui, selon eux, ne rapportent pas suffisamment en banque. Et ça, c'est tout à fait particulier. Je pense que c'est pas nécessairement le sujet aujourd'hui. Et puis, on a l'autre partie du marché immobilier qui est vraiment les gens qui achètent pour se loger, qu'ils soient primo-acquérants ou pas nécessairement, parce que ils veulent peut-être acheter une plus grande maison ou changer d'endroit, etc. Et ça, c'est vrai que pour ces gens-là, donc qui, par définition, doivent faire appel au crédit, eh bien, vont peut-être avoir un peu de difficultés, mais peut-être pas nécessairement au niveau des taux, peut-être par rapport à la quotité aussi d'emprunt, puisqu'on le sait que au début des années 2000, on pouvait emprunter à 120 ou 125%, en sachant que grosso modo, pour un achat immobilier, on doit financer 120% quand on rajoute tous les frais de notaire, les frais de crédit, etc. Maintenant, les banques ne financent quasiment plus jamais ou plus du tout à 120%. Et donc, les primo-acquérants, ils doivent aller chercher dans leurs économies ou dans l'économie de papa, maman, c'est 20, 30, voire 40%, puisque maintenant on parle d'abaisser encore la quotité à 80%, qui leur manque. Et ça, c'est, je pense, le réel problème. Voilà, ça, on en parlera évidemment avec vous. Vous pouvez y aller, mais peut-être avant, refixer un petit peu le prix moyen des maisons. On va montrer une infographie tout de suite. Notre région est relativement bon marché, puisqu'on a 5 de nos communes qui sont dans le top 10 des communes les moins chères de Belgique, qui est Evrin, Colfontaine, Carnion, Frameries et Boussu. Alors les prix, ils ont augmenté forcément, 250 000 en moyenne pour une 2-3 façades. C'est ce qui ressort d'une récente étude. La Wallonie reste évidemment bon marché comparé à la Flandre et à la Wallonie. Mais voilà, Sandrine, même si chez nous c'est abordable, mais voilà, avoir un crédit, c'est plus aussi facile. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour, par exemple, un jeune couple qui se lance et qui veut acheter sa maison, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un crédit? Alors oui, c'est pas évident pour les primo-acquéreurs. Effectivement, les banques exigent d'avoir un apport concernant la totalité des frais de notaire et 10% du prix d'achat. Donc ça, c'est vraiment les exigences de la Banque nationale. Alors après, il faut distinguer le monde bancaire du monde du courtage. D'accord ? Le monde bancaire, on a les grandes banques mères, je les explique comme ça à mes clients, qui ont une seule solution à proposer. Soit on rentre dans ce canevas, soit c'est au revoir, on n'a pas de solution. Donc ça, c'est vraiment le monde bancaire. Ensuite, nous avons ce monde du courtage qui est totalement différent. Un courtier, c'est qui ? C'est un intermédiaire. Et donc, cet intermédiaire, il a plusieurs solutions parce que nous, on va travailler avec 5, 6, 7, 8, 9 banques différentes. Et donc, selon le profil de notre client, on va s'orienter vers l'une ou vers l'autre. Et donc, on n'a pas qu'une seule solution. On a un panel de solutions, d'accord ? Et donc, voilà, il existe des solutions aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas ces fonds propres. Donc, 3 catégories. Donc il y a vraiment cette catégorie qui n'a pas de chance et qui n'a pas de fonds, qui n'a pas des parents derrière pour aider. Et là, c'est vraiment compliqué pour eux. C'est vrai que les solutions sont très restreintes, mais il en existe. Donc les régions ont des solutions pour ces gens-là.
Donc il faut aller voir sur Internet. Ne pas hésiter à se renseigner, évidemment. Tout à fait, c'est hyper développé sur Internet. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les gens, les jeunes ou les primo-acquéreurs qui ont pu se constituer une épargne. Donc ça, c'est très bien. Les banques, elles raffolent de ces clients, bien évidemment. Et puis, il y a la troisième catégorie, ce sont ces primo-acquéreurs qui n'ont pas de fonds, mais qui ont la chance d'avoir des parents qui sont là derrière pour les aider. Et là, il y a 3 solutions. Donc, les banques, elles proposent encore des financements à 100%, d'accord ? Mais il faut rentrer dans un canevas, d'accord ? Donc, il y a des règles à respecter. Mais les banques peuvent financer à 100% jusqu'à un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires sur l'année, d'accord ? Donc ça, il y a encore des solutions. Alors, la deuxième solution, c'est quoi ? Certaines banques dans le courtage, donc les banques sœurs par rapport à ces banques mères, comme je les appelle, proposent des financements familiaux, en fait, que les parents peuvent réaliser pour aider leurs enfants, et c'est les parents alors qui financent les frais de notaire et les 10% qu'il faut apporter lors de cette acquisition. Ça, c'est une deuxième solution. Et la dernière solution, c'est laquelle les banques sont d'accord de prendre un deuxième bien en garantie pour que le primo-acquéreur puisse financer son achat, les frais de notaire et les 10% dont on a besoin pour avancer et pour devenir propriétaire. Donc des solutions, il y en a. Il suffit de venir toquer à la porte du courtier, et nous, on a un panel de solutions. Il n'y a pas que les banques, il y a le courtier. Alors ça, on imagine que c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui nous écoutent. On imagine les gens qui viennent vous voir, Aldo, il y en a beaucoup qui désespèrent un petit peu, ou quels sont les témoignages que vous avez au quotidien ? Je demande vraiment de faire, comme Madame le dit très bien, de faire vraiment le marché, faire son marché, préparer son dossier, faire son marché. Il est vrai que tout ce qui commence par crédit, comme c'est le cas chez eux, n'est pas la même chose qu'une banque. Une banque, c'est une généraliste, elle fait des placements, eux, c'est vraiment spécialisé dans les crédits. Donc ça vaut la peine, en plus de sa banque, d'aller voir des sociétés courtage qui peuvent vous trouver des solutions sur mesure. La banque, elle est généraliste, c'est un système, point. Les courtiers apportent des solutions, parfois, qui peuvent sauver quelqu'un de l'achat. Quand même, nous, actuellement, plus de 80% de nos offres ou de nos compromis de vente sont avec conditions de crédit. C'est-à-dire que si le crédit est refusé par rapport à notre accord, tout tombe à l'eau, évidemment. Il y en a qui ont... Puis il y a aussi le marché du cash. Il y a des gens qui ont du cash. Au lieu, comme actuellement, tout ce qui est bourse ne marche pas très bien, mal pour l'instant. Donc les gens font des avances aux enfants. Ça représente 5 à 10% en maximum. Mais il existe aussi ce marché-là. Ce qui fait que l'immobilier actuellement n'est pas du tout en crise. Pas du tout. Oui, les gens il y a encore des gens qui ont de l'argent, ça c'est clair. Bien sûr, et les gens le sortent, et ils achètent. Les parents font une donation chez un notaire, font une donation à 3,3, et puis avec cet argent, l'enfant achète l'immeuble. Voilà, donc même en gardant un usufruit, les parents. Mais il y a des solutions qui sauvent des ventes, surtout qu'on est dans des prix toujours très corrects. Notre région, par rapport à 50 km d'ici, Waterloo, Lannes et tout ça, nous sommes gratuits par rapport à eux. C'est ça, par rapport à avec une belle rentabilité quand même pour les investisseurs. Et ça, c'est la différence quand même par rapport à la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Les frais de notaire sont calculés différemment. Et les Wallons sont... Frais d'enregistrement. Oui, tout à fait. Les frais d'enregistrement pour la propriété. C'est vrai que c'est différent. Il est beaucoup plus élevé en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles. Et donc voilà, les Wallons sont un peu pénalisés, je trouve. Oui, ça et c'est là peut-être aussi qu'il faudrait agir. Oui, mais historiquement c'est comme ça. Hein. La Flandre a dégainé la première en baissant les taux des droits d'enregistrement, puis ça a été Bruxelles. Bon, il y a des choses qui sont faites en Wallonie, mais pas énormément. Hein. Effectivement, pas au point des Bruxellois et des Flamands. Le problème, c'est un simple cadre budgétaire. Hein. Ça, c'est clair que ce qu'on donne d'un côté, il faut aller le rechercher quelque part. Or, on connaît la situation de la région wallonne et avoir à faire des cadeaux fiscaux plus importants au niveau des primo-acquérants, peut-être, mais alors il va falloir trouver un financement ailleurs pour combler. C'est certain. Alors ça, c'est pour la situation actuelle, Giuseppe. Vers quoi on se dirige vers 2023 ? C'est quoi les prévisions ? Alors, les prévisions, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, on s'attend
quand même à ce que les taux continuent à monter pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on venait des niveaux qui sont vraiment qui étaient très très bas, très en dessous du niveau d'inflation, et donc il n'y a rien à faire, l'inflation pousse toujours les taux vers le haut, mais pas de façon illimitée dans le temps. À certains moments, on imagine que ces taux vont plafonner, comme on dit, puis se stabiliser, éventuellement commencer à baisser autour de 2024. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer comme le plus probable. C'est évidemment pas certain. Alors pourquoi? Derrière ça, il y a une idée simple, c'est que, j'ai dit, l'inflation pousse les taux à la hausse. De deux façons. D'abord, si quelqu'un doit prêter, il veut récupérer, logiquement, au moins ce qu'il perd en pouvoir d'achat, au moins le taux d'inflation. D'autre part, la Banque centrale européenne monte ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation, mais en faisant ça, elle pousse les banques à monter leurs taux aussi. Donc vous avez deux ressorts qui font que les taux pour le client tendent à monter. On s'attend quand même à ce que cette inflation commence tout doucement à ralentir. Déjà maintenant, normalement on est vraiment au pic, on s'attend à une baisse. Cette baisse, on l'attendait un peu plus tôt, elle est un peu retardée, mais elle devrait survenir. Certainement dans les prévisions. Quand on dit certainement, il ne faut pas le prendre comme c'est fait. Mais en termes de prévision, en 2023 et encore davantage en 2024, les taux n'ont plus de raison, si vous voulez, le moteur qui les pousse à la hausse va se couper en quelque sorte. S'il n'y a pas une catastrophe du genre une guerre nucléaire ou que sais-je. Mais si les choses se passent telles qu'on peut les prévoir, il n'est pas inscrit dans les astres que les taux vont monter tout le temps. Néanmoins, on s'attend à une certaine hausse encore, limitée par rapport à leur niveau d'aujourd'hui. Alors une donne qu'on n'a pas encore abordée, mais qui va aussi jouer en 2023, c'est le PEB, la performance énergétique des biens. Ça, on ne va plus pouvoir négliger ça, Julien. Non, je pense que ça va devoir être intégré dans tous les schémas quels qu'ils soient. Et j'ai d'ailleurs eu la surprise, il y a 15 jours, pour la première fois, une banque m'a demandé, avant d'octroyer le dossier de crédit, de faire parvenir le PEB et d'envoyer un mail avec le PEB. C'est de plus en plus courant, voilà. Ça ne date pas de... Ça, il y a quelques mois déjà. Pas en direct chez le notaire, en tout cas, ou chez l'agent. Enfin, moi, c'est la première fois que la banque me dit, notaire, envoyez-moi le certificat PEB. Depuis janvier. Probablement que l'avant, les banquiers ou les courtiers le demandaient directement aux clients, mais bon, voilà, nous, on ne le savait pas nécessairement qu'il y avait une démarche. Je te rejoins, mais moi, c'est la première fois aussi. Voilà. Donc la première fois aussi qu'on me demande le PEB en même temps que l'offre. Voilà. Mais certaines banques demandent ce PEB pour l'avoir dans le dossier, et maintenant, depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a certaines banques qui regardent et pour financer à 100%, il faut que le PEB soit de A, B ou C. Sinon, le 100% n'est plus accessible. Et donc, il est hyper important aujourd'hui que ce PEB soit présent dans les dossiers, mais c'est très compliqué d'avoir des PEB A, B ou C ici en Wallonie. Les anciennes maisons, c'est très. D'ailleurs, il y en a très peu. Flandre a sorti une loi qu'à partir de 2023, tous les actes qui se font avec des mauvais PEB, les gens qui achètent ont 5 ans pour leur faire passer au D, obligatoirement. Est-ce qu'on pourrait voir une tendance où justement les ménages les moins aisés vont se tourner vers des biens avec des PEB pas très bons et vont peut-être devoir rénover, ça va peut-être favoriser encore plus l'endettement, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Mais ce qui va se passer, c'est que si on a des PEB très évolués, il va falloir apporter des fonds propres parce que les banques ne vont pas financer à 100%. Et donc il va falloir apporter ces fonds propres et on ne financera que 90%. Ou voire bientôt 80. Et donc, du coup, c'est un engrenage. Est-ce que donc, du coup, ces primo-acquéreurs vont pouvoir obtenir cette propriété? Je ne sais pas. Ça va être de plus en plus compliqué. Quel conseil on peut... Allez-y. Oui, en fait, auparavant, les banques, pour octroyer un crédit, regardaient quelles étaient les sorties fixes et les rentrées fixes des gens. Maintenant, et négligeaient le coût de l'énergie parce que l'énergie était très bon marché jusque maintenant. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, les banques vont se dire, oulala, la capacité de remboursement des gens diminue parce que leurs frais fixes augmentent. Et du coup, c'est pour cela, je pense, que les banques demandent le PEB, parce que si on a un PEB
B ou C, on peut dire qu'on a des frais fixes de 200, 300 euros peut-être mensuels d'énergie, ce qui est déjà pas rien. Mais si on est à G, on va peut-être passer à 8, 900, 1000 euros. Et là, à mon avis, les banques vont dire, du coup, la marge qu'on peut laisser pour rembourser un crédit, elle se diminue évidemment. Ça, je pense que c'est vraiment ça. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Et alors, je suis d'accord que finalement, on va avoir des gens avec moins de moyens qui vont malheureusement se tourner vers des maisons qui auront des PEB mauvais. Et donc, c'est un engrenage. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue parce que ces gens-là n'auront pas accès à d'autres biens que les immeubles qui ont une mauvaise performance énergétique, mais n'auront pas de fonds non plus pour les rénover. Et donc, ils vont rester toujours avec des factures énergétiques démesurées. Et les vendeurs aussi qui ont des biens avec des mauvais PEB vont peut-être avoir du mal aussi à les vendre. Les prix vont peut-être un peu chuter. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça je pense pas. Non. Parce que vous savez, une maison à 120 000 euros avec un PEBG, elle est vendue en 4 jours. Elle est vendue. Parce qu'il y a énormément de monde qui peut se permettre d'obtenir un crédit pour une maison de 120 000 euros dans un mauvais état. Mais malheureusement, c'est le cas. Quel conseil on peut donner actuellement aux gens qui se lancent sur le marché de l'immobilier, qui ont envie d'acheter leur premier bien? Quels conseils on peut leur donner s'ils désespèrent un petit peu avec le contexte actuel? Il faut chercher. Il y a toujours moyen de trouver. Il faut chercher, il faut voir des courtiers, il faut voir les annonces des notaires, des agences, des privés. Il faut se battre un peu. Il ne faut pas rester assis dans son fauteuil. On va pas... l'affaire ne va pas arriver. S'ils se bougent un peu, s'ils font des offres, s'ils vont voir déjà des courtiers, s'ils font déjà un dossier de courtage avant de venir voir un agent immobilier ou un notaire pour dire, voilà, ma capacité aujourd'hui, avec ce taux d'aujourd'hui, elle est de 135 000. Ne dépassez pas les 135 000. C'est ce que je dirais. Ne dépassez pas ça, parce que s'il vous faut 10 000 euros dans les 2 ans, pour améliorer votre PEB, qui vous fera peut-être baisser de 50% votre facture énergie, mais il faut acheter. Le prime acheteur doit se lancer. La maison privée, dans notre région, elle est vraiment pas chère. Vaut mieux une petite maison avec 2 pièces bas, 2 pièces haut et un petit jardin, et se lancer. Il y a possibilité. Ouais, pas forcément attendre, pas forcément aller jusqu'à la maison de ses rêves, mais se lancer, acheter et peut-être rénover. Personne ne sait ce qui va se passer. Ça se peut que le crédit dans 1 an il va être bloqué. Ça se peut que... On a déjà tout entendu. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier. On a dit l'immobilier privatif va être taxé. J'ai entendu que le meublé ne marchera plus. J'ai entendu à un moment donné que les appartements ne se vendraient plus. On a déjà tellement entendu que vraiment, allez-y, achetez. Au pire, on revend. Venez voir le courtier. Non, mais tu es d'accord. Non. Mais il faut y aller. Il faut acheter sa première maison. Pour moi, c'est primordial dans la vie. Et donc le rôle du courtier, là, c'est vraiment de guider le client, mais de le conseiller. Et alors, en tant que courtier, on a une expertise qui est professionnelle et on est à l'écoute du client. Oui. Moi, je suis allée voir les commentaires que mes clients laissent sur Google, et j'ai repris vraiment les mots-clés qu'ils notaient. Et bien, c'est ça, c'est le professionnalisme, l'écoute, l'expertise, et puis on les tient par la main et on va jusqu'au bout avec eux. Alors, Giuseppe, je vous voyais beaucoup acquiescer de tout ce que vous entendiez. Faut garder espoir. C'est compliqué de prévoir l'avenir, mais il faut garder espoir. Certainement, il faut garder espoir. J'ajouterais par rapport à ce qui a été dit, tâchez quand même de trouver la maison qui vous plaît. Parce qu'une maison, en principe, on vit dedans pendant de nombreuses années, quand tout se passe bien. Et si ce n'est pas dans un environnement qui vous plaît, après ça devient un peu lourd à supporter. Mais si vous trouvez la maison qui vous plaît, oui, moi je suis aussi d'avis que il faut se lancer, parce que évidemment ça coûte, on est bien d'accord, mais vous économisez le loyer qu'il faudra payer de toute façon, et parfois pour une différence qui n'est pas très très importante, au terme de l'exercice, vous êtes propriétaire et vos enfants seront propriétaires ipso facto. Donc voilà, moi personnellement, je conseille de se lancer, mais prenez quand même le temps de trouver la maison qui vous plaît.
Voilà, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Se lancer, ne pas attendre. On peut dire que ça va être le mot de la fin. Quand on est déjà à 25 minutes d'émission, je vous avais dit que ça passerait extrêmement vite. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je pense que la discussion a été très intéressante. Et on espère que ça vous aura aidé à la maison si vous êtes justement à la recherche d'un bien immobilier. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Face à vous. Excellente fin de journée et à bientôt sur TeleMB.